sécurité particulier pour les Nantaises et les Nantais? Bon, alors ça c'est assez facile, hein, puisque même si je suis retraité que depuis un an, j'ai quand même un souvenir des pratiques professionnelles. Dans toutes les grandes compagnies, et à Air France encore plus, on classifie les aéroports par ordre de difficulté. Et quand vous effectuez une ligne pour la première fois, si la première fois vous faites un Paris-Nantes, eh bien, il y a ce qu'on appelle une reconnaissance de ligne. En ce qui concerne Nantes, on a un dossier avec des fiches, avec toutes les limitations, les restrictions, les attitudes de sécurité. On les regarde, et puis voilà, on construit notre approche, on fait un briefing, il n'y a pas de consigne particulière. Après, il y a l'étape au-dessus, vous avez des aéroports qui sont plus difficiles, où là vous avez une séance de simulateur, c'est-à-dire que vous passez d'abord au simulateur, et vous faites l'approche, comme vous la ferez en réel, hein, c'est très bien conçu. C'est l'étape suivante. Non, on n'a fait pas partie. Et l'étape suivante, c'est la séance simulateur, mais en plus, une reconnaissance de ligne avec un instructeur pour des aérodromes plus compliqués, style Ajaccio, je ne vais pas les citer, il y en a plein. Et il y en a même une ultime, et c'est très rare, c'est Calvi. Calvi, c'est une destination où seul le commandant de bord va faire l'approche. Donc c'est encore l'étape au-dessus. Nantes est très loin de tout ça. Nantes, l'altitude de sécurité, c'est 2000 pieds. 2000 pieds, ça fait 600 mètres. Ça nous permet d'avoir une marge de sécurité de 300 mètres. Le seul obstacle, ça doit être une antenne qui fait 900 pieds. C'est une antenne certainement à relais téléphonique. Vous connaissez mieux la réponse, moi, c'est la Tour de Bretagne. Et donc, voilà, on ne peut pas évoquer, même si survoler les villes, c'est pas forcément l'idéal, mais je ne trouve pas que ce soit la meilleure des solutions. Mais si on décide aujourd'hui de dire que Nantes est dangereux, c'est sur de la ville, on ferme 2 tiers des aéroports français et européens. Donc cet argument ne tient pas, et je termine sur l'argument du bruit. Autant la pollution du transport aérien comme la pollution automobile ne diminue pas. Elle ne diminue pas parce que les avions sont pas plus performants. Si, ils le sont. Ils consomment moins, donc ils polluent moins. Mais il y en a tellement plus que, si vous voulez, sur les 20 dernières années, on n'a pas diminué le flux. Ça, c'est clair, et dans le domaine automobile, c'est pareil. Mais pour le bruit, là, par contre, il y a eu un réel progrès qui fait que ces zones d'exposition au bruit, ce périmètre d'exposition au bruit dont vous parliez, il a énormément diminué. Donc les communes alentours sont beaucoup moins pénalisées par le bruit, ça c'est clair. Donc là-dessus, sur cette question de plan d'exposition au bruit, effectivement, le dossier, le schéma qui est constitué et qui est mis en place dans le dossier aurait, en tout cas mériterait d'être revu au jour d'aujourd'hui avec justement les nouvelles techniques des avions, etc. Merci Jean-Paul pour ta présentation et ton expertise professionnelle. Je sens que tu as encore un mot à nous dire. Oui, très court, 30 secondes, mais je ne peux pas y résister, parce que là c'est plus de l'ordre de l'écologie politique. Depuis 7 ans, depuis l'arrivée d'un certain Nicolas au ministère de l'Intérieur, une politique musclée d'expulsion a été pratiquée et se pratique toujours en France. Et si j'ai un regret, parce que depuis un an, je ne suis plus commandant de bord, si j'ai un regret, c'est bien celui-là, parce que je me suis fait un point d'honneur depuis 7 ans à refuser toute expulsion par la violence et par la force, et tous les gens qui ont été embarqués, tous les gens qui ont été montés de force dans les avions, je peux vous dire que parfois c'est quand même assez terrible comme constat. Eh bien, je me suis fait un point d'honneur à les débarquer, je n'en ai emporté aucun. Bravo! Les dernières élections régionales. Après ces 3 interventions ce matin, moi j'ai envie de te demander quelle est ton analyse du projet aujourd'hui avant qu'on passe vraiment dans les questions politiques, comment ça s'est construit, qu'est-ce que tu penses toi, et comment tu analyses aujourd'hui ce projet, où on en est. Alors bonjour à tous, et déjà je suis très heureux de retrouver pas mal de militants que j'ai vus pendant la campagne des européennes et des régionales, parce que contrairement à ce qui a été dit par certains, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes était au cœur, même si c'est un projet national, était au cœur de la campagne des européennes et des régionales, et Europe Écologie l'a mis au cœur de sa campagne politique et l'a assumé jusqu'au bout, y compris dans la négociation avec nos partenaires. Mais ça, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, puisque ça fait partie des éléments de débat aujourd'hui avec ce qui vient de se passer dans l'été. Donc un salut à la coordination des acteurs et qui seront mobilisés, associatifs et autres,
collectif des élus qui doutent, qui est de plus en plus nombreux et qui a été signé par de nombreux parlementaires Europe Écologie hors de la région. Donc ça aussi, ce mouvement doit être maintenant aujourd'hui national et européen. Une spéciale dédicace à Gilles Denigaud, qui est conseiller général et qui fait partie de ce collectif des élus, mais lui, il doute plus depuis longtemps puisqu'il est contre vigoureusement. Et il est quand même moteur chez nous, écologistes, de cette lutte depuis longtemps. Donc, salut à toi aussi, Gilles. Et puis, cette lutte, elle continue dedans et dehors, dedans le mouvement social et dehors dans les institutions. Et je dis bien volontairement dedans et dehors. C'est vraiment être sur le terrain et sur le lieu du projet, mais aussi dans les institutions dans lesquelles on a à construire des stratégies, et c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Geneviève a dit, et je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un projet qui est aberrant écologiquement, économiquement, socialement, tu l'as dit aussi, Sylvain, tout à l'heure, par rapport à la situation sur le territoire. Mais c'est aussi une aberration démocratique de concertation citoyenne. On en a eu malheureusement un triste signe cet été avec la venue en catimini d'un ministre de la République ici à Nantes pour négocier avec les collectivités et avec des copains de circonstance, faut-il le dire, un accord de préfinancement qui n'en fait est rien. On nous a annoncé un événement comme si ça allait boucler le projet sur le plan financier. En fait, il n'y a eu aucun écrit de signé, aucun engagement officiel, puisque de toute façon, ce n'est pas possible. Il faut que ces accords de préfinancement de la plateforme aéroportuaire passent dans les collectivités et génèrent des délibérations. Donc, cette annonce est en fait un non-événement et un peu de mousse à faire, en plus pendant l'été, ce qui est une insulte démocratique vis-à-vis des militants et vis-à-vis de nous, engagés politiques, sur ce projet. Donc oui, là on touche le fond de la démocratie, le fond de ce qu'il ne faut pas faire. Et là je vous le dis moi, et ça a été dit par Pascal, ça ne marchera pas. On a gagné en 97 sur le carnet, on a gagné récemment sur l'extension du port à Nongest, on a gagné sur la THT en Brière, on va gagner sur la THT Cotentin-Maine aussi sur un certain nombre d'arguments qui ne sont pas que des arguments politiques mais qui sont aussi des arguments juridiques, et tu l'as évoqué aussi rapidement Geneviève tout à l'heure. Alors, reprenons la question financière. Sur cette question financière, cet été, on a parlé du financement de la plateforme. Aucun élément n'a été donné sur le financement des dessertes routières, des dessertes ferroviaires, qui sont nécessaires en termes d'aménagement du territoire si on imagine qu'il peut y avoir un aéroport sur cette zone. Aucun élément financier précis. On nous dit que la plateforme coûterait, alors je crois qu'on en est maintenant proche des 700 millions d'euros, mais ça a démarré à 560 millions. Et le financement prévu pour les dessertes n'est pas évoqué. Sauf que le financement des dessertes routières notamment sera pris en charge majoritairement, puisque l'État, c'est au moins une annonce qu'il a fait pendant l'été, à 40% seulement par l'État et à 60% par les collectivités. Ça veut dire que les collectivités vont avoir de mettre au pot commun le financement de ces dessertes. Et ça veut dire moins de projets locaux, de maisons de retraite, de crèches, de lignes de tram, d'un certain nombre de programmes de logements sociaux, parce qu'aujourd'hui, dans le contexte de régulation budgétaire, ça nécessite de faire des choix politiques, et nos partenaires, comme nos adversaires, vont devoir l'assumer politiquement vis-à-vis des électeurs, d'abandonner un certain nombre de projets majeurs, urgents, pour mettre des financements et les faire voter donc en Assemblée pour financer les dessertes de cet aéroport. Et c'est pas seulement des routes et des lignes de train, c'est aussi pour certains des ponts au-dessus de la Loire. Donc on voit bien qu'en termes d'aménagement du territoire, on est en opposition complète avec ces modèles. Alors de plus, au moment de la butte Bussereau, on a appris que les collectivités devaient se répartir une première facture sur la plateforme de 115 millions d'euros, sans savoir qui allait payer quoi, comment elle allait être répartie entre ces différentes collectivités. Alors, je veux rappeler simplement, puisque Geneviève l'a dit,